J'espère que vous allez très bien. Alors, connectez-vous. On va échanger en tant que des responsables, en tant que des personnes lettrées. C'est très important. Connectez-vous. Nous allons discuter un tout petit peu. Toujours, des gens vont encore dire, mais toujours le même sujet, c'est très important parce que la répétition est pédagogique souvent. Voilà, même à l'école, on fait des répétitions, vous savez, avant l'examen. Donc, c'est très important de répéter les choses passées. Il faut de temps en temps rappeler ça. C'est comme ça reste dans la tête. Si tu n'étudies pas, donc nous sommes là à donner des leçons de morale ici. Alors, bon, je vais d'abord faire des petits big up avant de commencer. Kassoum Ouattara, big up à vous. Camara Sekou Kaba, big up à vous. Diamant Sissé, big up à vous. Charlie Parker, mon frère, big up à vous. Sike, big up à vous. Toussaint Alain, big up à vous. Momo de Panama, big up à vous. Diabaté Moussa, big up à vous. Ahmed Kone, big up à vous. Bon, écoutez, nous allons échanger, c'est très important. Bonjour et bonsoir à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable, bien compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, d'autres mots de appelez-moi Boubou, laisse-moi Mauricien, que plein de royal, padrino, camarade, ou la Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore du net du fait que c'est du coup et le piège qu'il a tendu dans la savane sacrée du fait que c'est du coup, c'est très important. Parce qu'il a tendu un piège dans une savane du fait que c'est du coup contre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Donc nous venons devant cette caméra pour éclairer les gens parce que d'autres sont dans l'obscurité, d'après moi, l'obscurité. Et donc nous venons ici pour leur rafraîchir un peu les mémoires. C'est très important. Alors, partagez la vidéo et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur Info Afrique. Parce qu'avec Info Afrique, ça gagne toujours. Avec Info Afrique, Soro Diom sera déshabillé totalement. Avec Info Afrique, nous allons exposer les tares, les incongruités et les coups foireux de Soro Diom. Nous allons les exposer au grand jour. Afin que chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne puisse prendre au moins connaissance de ce que Soro Diom fait et de ce qu'il est. C'est très important. Nathalie, gros bisous à toi, mon gnougnou. Je t'embrasse fort. Alors, nous voyons, il y a des pro-Gbagbo et des pro-Bédié qui signent un deal avec Soro Diom dans le but d'aider Soro Diom à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais ils ignorent beaucoup de choses. Et c'est pour ces choses que nous sommes là. Nous allons les éclairer afin qu'ils comprennent. Parce que leur stratégie dans laquelle ils sont, c'est une mauvaise stratégie et ils sont dans une mauvaise posture. Soro Diom signait un deal avec Soro Diom dans le but de prendre Soro Diom et l'imposer comme dans le but de prendre Soro Diom et chasser le gouvernement d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire le RADP, est un mauvais calcul, est une mauvaise vision. Ce calcul n'est pas bon pour le FPI et pour le PDCI. Vous faites une erreur. Ce n'est pas parce que la haine contre Alassane Ouattara vous anime que vous allez signer un deal avec n'importe qui comme un individu notoire. Notoirement parlant, Soro Diom n'est pas fiable. Et donc vous devez faire très attention et je vais démontrer pourquoi il n'est pas fiable, pourquoi vous ne devez même pas signer un deal dans le but de chasser le RADP. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Prenons, allons-y terre à terre et expliquons les faits tels qu'ils sont. Voyons, le RADP aujourd'hui est au pouvoir. Au sein du RADP, nous savons, c'est un gouvernement qui fait sa politique à sa manière. Tout le monde, il y a des Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec Ouattara, écrit dictature. Donc pour cela, ces Ivoiriens qui crient aujourd'hui dictature, parce qu'ils ne sont pas habitués à voir un tel politicien mener une telle politique sur leur territoire, parce que les autres, ils ont été des plaisantins, ils n'ont pas su gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, une nouvelle politique est menée maintenant aujourd'hui sur le territoire ivoirien. Donc, c'est un choc pour le peuple ivoirien. C'est un choc pour la civilisation ivoirienne.
Elle n'est pas habituée à ça. Cette population n'est pas habituée d'habitude à avoir une telle politique sur son territoire. Donc, le peuple n'a pas encore adapté, c'est pas encore adapté, n'a pas encore épousé la politique menée par la Saint-Ouattara. Donc, du coup, ça pousse le peuple ivoirien, une partie du peuple ivoirien, qui est choqué et arrêté d'appeler. Ça pousse ce peuple à se coaliser et à faire une coalition avec le diable d'hier. À faire une coalition avec le diable d'hier. Alors, et quels sont ceux qui ont fait cette coalition? Quels sont ceux qui font cette coalition? Il y a le PDCI et le FPI. Et ce que je dis, ce n'est pas du mensonge. Vous verrez même des militants et même des hauts cadres du FPI ont fait allégeance à Soro Diom. Parce que pour eux, c'est la seule cartouche, c'est la seule balle qui leur reste pour pouvoir buter le pouvoir d'Alassane Ouattara et dans l'espoir de venir au pouvoir. Donc eux, dans leur tête, ils pensent que Soro Diom va se battre pour que eux, ils viennent au pouvoir. Or, c'est un mauvais calcul. Pourquoi c'est un mauvais calcul? Aujourd'hui, les militaires qui sont au pouvoir, c'est-à-dire les militaires qui contrôlent l'armée ivoirienne, aucun parmi eux n'est contrôlé par le FPI. Ça, c'est un point. Les militaires, les chefs militaires, les commandants, les généraux et tout ça, les sergents, aucun parmi eux n'est contrôlé par le FPI. Ça, c'est un point. Et ceux qui sont au sein de l'armée ivoirienne aujourd'hui, le PDCI, si le PDCI peut contrôler, il ne peut pas valoir, les commandants ou les généraux ne peuvent pas atteindre un nombre, au moins 20 commandants ou bien 15 commandants. Je pense que s'ils sont trop là, peut-être c'est 2 commandants que le PDCI RDA peut contrôler au sein de l'armée ivoirienne aujourd'hui. Mais c'est que le FPI et le PDCI oublient, c'est que la majeure partie des commandants, des généraux qui sont au sein de l'armée ivoirienne, tous ceux-là, ils connaissent bel et bien Guillaume Soro. Je dis bien, ils connaissent Guillaume Soro parce que, n'oublions pas, ils ont vécu avec Guillaume Soro, ils ont combattu ensemble pendant 10 ans. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. 10 ans, ce n'est pas 10 semaines. 10 ans, ce n'est pas 10 mois. Je dis 10 ans, 365 jours, multiplié par 10. Donc, ils ont vécu ensemble pendant 365 jours, multiplié par 10. Vous verrez combien de jours ils ont vécu ensemble. Donc, il y a un lien très fort entre eux et Soro Diom. Sachant bel et bien que dans cette armée-là, il y a beaucoup de FSI qui sont au sein de cette armée. Donc, tous les membres du FSI, même s'ils détestent Soro, quand vous mettez Soro, Babo et Bédié, ils vont préférer choisir Soro. Je vous le dis, ils vont préférer choisir Guillaume Soro. Donc, imaginons que suite à cette coalition, je touche au Dubois, ce n'est pas mon souhait, mais suite à cette coalition, vous parvenez à chasser le RADP au pouvoir et vous prenez le pouvoir. Imaginons que le PDCI vient au pouvoir ou le RPI vient au pouvoir dans le but de travailler ensemble avec Soro Diom ou de travailler ensemble avec Henri Konan Bédié ou les Babos. C'est une fausse vision. Pourquoi je le dis? Non seulement les chefs de guerre qui sont là-bas, ils savent que leurs postes seront menacés. Ça, c'est un point. Un homme comme Zakaria, vous allez dire Bédié vient au pouvoir. Mais il sait que si Bédié prend le pouvoir, lui, il va perdre son poste. Ça, c'est un point. Un homme comme Veke et les Faufiers, ils savent que si Bédié prend le pouvoir, eux, leurs postes, ils vont perdre leurs postes. Donc, ils ne vont plus être des hauts gradés. Même, ils risquent même de faire la prison, ou bien ils risquent d'être démis de leur fonction. Donc, ils voient déjà cette menace qui leur frappe aux yeux directement. Ou bien le RPI prend le pouvoir. Vous pensez que les Koné Zakaria vont vouloir travailler avec le RPI, mais eux-mêmes, ils vont voir le RPI comme un danger. Ils vont se dire, mais si les membres du RPI viennent au pouvoir, non seulement on va perdre nos postes, et si on ne fait pas bien, on risque d'aller en prison. Donc, ils ont déjà une gamme arrêtée, c'est-à-dire ils ont déjà une vision dans leur tête. Faites tout pour empêcher le RPI de venir au pouvoir. Faites tout pour empêcher le PDCI de venir au pouvoir, dans le but de conserver toujours leur poste. Je dis bien, dans le but de conserver toujours leur poste. Et les autres militaires qui ont été des ex-FSI qui sont là, qui sont devenus forces régulières, les forces loyales aujourd'hui,
ils vont se voir menacés aussi si jamais le FPI prend le pouvoir ou si jamais le PDCI prend le pouvoir. Donc, ils vont se sentir menacés. Ils vont dire, ils risquent de perdre leur poste. Donc, ils risquent d'être radiés de l'armée. Alors, Soro Guillaume va utiliser ça. Je vous explique comment Soro Guillaume il pense. Ses pensées, sa mentalité, sa stratégie qu'il veut mettre sur pied pour essayer de faire un coup d'État. Parce que si vous réussissez à aider Soro Guillaume à chasser le RADP, voici ce que Soro Guillaume va faire. Donc, non seulement il va réussir à convaincre les chefs militaires pour dire, si moi, Soro Guillaume, si vous ne me mettez pas, et que vous supportez le FPI à prendre le pouvoir ou à conserver le pouvoir, non seulement vous allez perdre vos postes, et le FPI va mettre ses gardes. Ils vont vous chasser comme commandant, comme des généraux. Vous allez perdre ces postes, et le FPI va nommer ses hommes de confiance. Donc, pour éviter de perdre ces postes, alors, supportez-moi, Soro Guillaume, et prenez-moi, mettez-moi au pouvoir. Tous les autres militaires qui étaient des ex-FSI, ils vont suivre la logique de Guillaume Soro. Pas peur de perdre leur poste, pas peur d'aller en prison, pas peur de voir le FPI ou le PDCI se venger contre eux. Donc Soro Guillaume aura cette chance de voir les militaires ivoiriens se rallier à lui, dans le but de prendre le pouvoir dans la main du FPI ou du PDCI. Et les militaires, dans leur tête, ils vont dire, oui, c'est que Soro Guillaume dit, ça c'est vrai, on ne peut pas supporter le FPI, on ne peut pas supporter le PDCI. Sinon, si on les supporte en retour, on va perdre nos postes. En retour, on risque d'aller en prison. En retour, on risque de partir en exil. Au retour, on risque de perdre nos comptes bancaires. Ils peuvent bloquer nos comptes bancaires. Et Soro Guillaume va jouer sur ça pour soulever l'armée ivoirienne. En retour, l'armée ivoirienne risque de faire un coup d'État contre eux et prendre Soro pour l'installer. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici la vision globale de Guillaume Soro. Donc, quand je vois les membres du pays s'allier à Soro Guillaume pour dire, on va s'appuyer sur lui pour chasser Ouattara. Vous pensez que si vous vous alliez à Soro Guillaume pour chasser Ouattara, Soro Guillaume va accepter que le pays vienne au pouvoir? Ça, c'est du mensonge. Parce que si le pays présente quelqu'un dans le but de prendre le pouvoir, Soro Guillaume va manipuler l'armée pour dire, chassez-moi ceux-là, mettez-moi au pouvoir, parce que si moi, Soro Guillaume, je tombe, vous tombez. Parce que si eux, ils réussissent à prendre le pouvoir, vous êtes foutus. Et ils vont suivre Soro Guillaume, c'est clair. Dans ça, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre les membres du pays. Ils ne comprennent rien, ces gens-là. Quand tu leur expliques quelque chose, ils se disent, oh, Soro Guillaume, au moins, il est digne fils du pays. Lui, au moins, il est un digne fils du pays. Ouattara Burkinabé, Ouattara Burkinabé. Donc, pour cela, vous allez prendre ce digne fils du pays pour le mettre là-bas. Mais en retour, là, vous pensez que ce digne fils du pays, il va vous faire du cadeau? Non. Et ceux qui pensent que si Soro Guillaume prend le pouvoir, il va libérer les anciens généraux de Laurent Gbagbo, c'est du mensonge. Soro Guillaume, il sait ce qu'il leur a fait. Il sait cette torture qu'ils ont subie. Donc, pour conserver son pouvoir, il ne va jamais accepter d'un petit iota de libérer les CKCK, les ABI. Parce que les libérer, c'est une menace. Ils vont être une menace pour lui, le pouvoir de Soro Guillaume. Parce que si vous installez Soro Guillaume là, il ne va pas les libérer. Si vous espérez voir Soro Guillaume libérer les anciens généraux de Laurent Gbagbo, c'est du mensonge. Parce qu'il va les voir comme des menaces. Il va tout de suite changer à 360 degrés. Vous serez étonné pour dire, mais Soro Guillaume, ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Tu nous avais promis que si on t'aidait à chasser Alassane Ouattara et que tu venais au pouvoir, tu allais libérer tous les prisonniers, tu allais nous aider à faire sortir Gbagbo, tu allais nous aider à faire sortir Blé Goudé. Soro Guillaume va changer de bouche. Il va dire, nul n'est au-dessus de la justice, nul n'est au-dessus de la loi. Chacun va subir la rigueur de la justice. Et vous serez étonnés. Il ne va pas libérer les anciens généraux de Laurent Gbagbo. Parce qu'il va se dire, s'il les libère, il risque de se retourner contre lui. Il risque d'être... ces gens-là risquent d'être manipulés par le pays pour le renverser. Donc, il va les voir comme un danger. Il va toujours les conserver. Et il va demander à ses anciens chefs de guerre de se mettre autour de lui pour qu'ils puissent travailler. Parce que s'ils chutent, eux aussi, ils vont chuter. C'est comme ça qu'il va leur promettre. Il va leur promettre cette confiance. En retour, ils vont faire confiance à Soro Guillaume. Et vous, Bédié, Gbagbo, ils vont vous dégager. Si vous avez la chance, c'est là que vous allez survivre. Mais il va coûte que coûte vouloir vous éliminer. Vous pensez qu'un Soro Guillaume, si vous l'aidez pour prendre le pouvoir, il va vouloir avoir un Blé Goudé venu au pays?
pour que lui, Soro Guillaume, son pouvoir, puisse être menacé par un Mbappé. Un Zouzou Mbappé. Vous rigolez ou quoi? Mais quand il va voir Blé Goudé, il va le voir comme un danger parce qu'il connaît la capacité de mobilisation venant de la part de Blé Goudé. Donc Soro Guillaume n'a pas peur de voir le peuple se retourner contre lui en laissant Blé Goudé en liberté, en laissant Blé Goudé faire la politique librement. Il va voir ça comme un danger. Il va dire non, pas question. Et donc, il sera plus dictateur. C'est-à-dire, vous le traitez à la Ouattara de dictateur, non, il n'y a pas de souci. Mais la dictature de Blé Goudé sera, je dis Blé Goudé, de Soro Guillaume sera tellement sévère que vous allez dire Ouattara qu'a fait ça. Il n'y a pas de son? Est-ce qu'il n'y a pas de son? Il y a quelqu'un qui dit, peut-être Wanabo, les Igim, c'est chez vous, il n'y a pas de son. Mais je pense que les autres ont du son. Donc, voici, Soro Guillaume ne va pas laisser qui que ce soit mener les actions sur le terrain, dans le but de dire non, la liberté de l'expression. Parce qu'il va tout voir en menace. Il va tout voir en menace et il va vous éliminer un à un. Mettez ça dans vos têtes. Donc, si vous chassez Alassane Ouattara là, les militaires qui vont rester là, non seulement eux-mêmes, dans leur propre pensée, ils vont vous voir comme une menace. Et Soro Guillaume va utiliser ça comme une arme pour retourner les militaires contre le RPI et contre le PDCI. En retour, les militaires prendront Soro Guillaume de la manière ils étaient partis prendre. Comment il s'appelle, Guy Robert au village, ils vont aller chercher Soro Guillaume. Mais lui-même, il ne va pas se mettre au devant des actions. Il va se cacher quelque part, il va téléguider les choses à travers son téléphone. Il va manipuler les militaires à travers son téléphone. Et il va dire, bon, c'est pas lui qui est à la base de ça. Et que ce sont les militaires qui se sont révoltés. Ils vont venir chercher Soro Guillaume pour dire, viens faire la transition. C'est dans l'histoire de transition là, dictature va commencer. Parce que vous faites des mauvais calculs. Alassane vous énerve, donc vous choisissez n'importe qui. Soro Guillaume, il a dit, je quitte l'Assemblée nationale pour prendre le fauteuil président. Vous n'avez pas attendu, ou bien ce n'est pas rentré dans vos nyoukouris là. Donc vous pensez que Soro Guillaume, il est dans une posture de mener le combat de quelqu'un pour que quelqu'un devienne encore président et lui, Soro, il va être encore ministre ou président de l'Assemblée nationale. Soro, il ne voit pas les choses comme ça. Lui, il se voit déjà comme président. Quand il insiste, malgré sa condamnation, il dit qu'il est candidat et qu'en 2020, il va gagner. Vous comprenez que ce dernier, il est déterminé à tout faire pour prendre le pouvoir. Donc, si vous, militants du FPI, si vous, militants du PDCI, vous voulez aussi prendre le pouvoir, ce n'est pas la peine de vous coaliser avec Guillaume Soro. Parce qu'il va vous utiliser, puisque aujourd'hui il a besoin d'une base pour combattre Alassane Ouattara. Et si vous donnez cette base sur un plateau d'eau à Guillaume Soro, il va vous utiliser, il va vous manipuler, il va vous faire croire qu'il combat. Il combat Ouattara pour que vous en profitez. Et vous allez lui donner vos voix. Il sera au devant des choses. Et une fois que Ouattara tombera, en retour, Soro Guillaume, il va prendre les militaires pour se retourner contre vous. Il va vous combattre. Donc, au début, là, il va se servir de vous pour combattre Alassane Ouattara. Si vous lui donnez cette force et qu'il parvient à réussir à combattre Alassane Ouattara, en retour, là, il va manipuler les militaires et les militaires vont se retourner contre vous. Et il va profiter à faire un bon coup d'État. Parce que lorsque vous combattez Alassane Ouattara, vous-même, vous n'avez même pas encore de base au sein de l'armée. Pour modifier l'armée et essayer de revoir les choses, il faudrait que tu viennes au pouvoir d'abord. C'est quand tu es au pouvoir et que tu réussis à stabiliser tout, c'est là maintenant que tu peux reconstituer l'armée. Mais si vous combattez Alassane Ouattara et qu'Alassane il tombe, vous prenez le pouvoir, mais d'ici vous allez réussir à revoir la composition de l'armée. Soro Guillaume, il va profiter. Il va retourner l'armée contre vous. Et puis c'est fini. Vous allez dire il a fait un coup d'état magistral. Est-ce que vous comprenez? Donc voici, nous on voit ça, mais les membres du pays ne voient pas ça. Ils voient Soro comme un digne fils du pays. Et ils pensent qu'en utilisant Soro Guillaume, ils peuvent chasser Alassane et eux, ils vont venir au pouvoir. Mais c'est du mensonge. Si vous chassez Alassane, c'est Soro Guillaume qui va venir au pouvoir. Je dis bien, si vous réussissez à chasser Alassane Ouattara avec Soro Guillaume, lui, il va profiter pour prendre le pouvoir. Et puis ça ne va nulle part. Vous allez regretter. Alassane, pour vous, Alassane, il vous met en prison. Soro Guillaume, là, à son tour, là, il va vous tuer.
Je suis clair avec vous. À son tour, il va vous tuer. Parce qu'il ne va pas vouloir voir un opposant. Non, lui faire front. Il ne va pas accepter. Et d'ailleurs, il est jeune. Vous pensez qu'il sera au pouvoir, il va vouloir faire 2 mandats et puis se retirer. Mais vous croyez où? Quelqu'un qui a fait la guerre depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, il veut le pouvoir. Vous allez lui permettre de prendre le pouvoir. Il va faire 2 mandats et puis il va dire non, nous sommes dans un pays démocratique, j'ai instauré la démocratie, donc moi, Soro, je me retire. Mais vous rigolez, hein? Mais l'armée sera toujours remplie de rebelles. Et ces rebelles vont toujours écouter Soro Diom. Vous allez passer par où pour aller aux élections? Puisque vous savez que ce dernier, dans son esprit, là, il n'y a pas la démocratie. Dans son esprit, c'est mobile. Son esprit est rempli de rébellion, est rempli de coups d'État. Cet esprit est rempli de déstabilisation. Mais si ce déstabilisateur est au pouvoir, et que toute l'armée qui est avec lui, ce sont ses anciens potes, ses anciens, les rebelles avec qui il avait fait des coups d'État, il avait divisé le pays pendant 10 ans. Et maintenant, vous permettez à ce dernier d'être chef d'État, d'être président de la République. Vous allez partir à une élection. Vous allez gagner Soro Diom dans les urnes. Et puis lui, Soro Diom Bogota, le nez de fait du coup, il va accepter paisiblement pour dire, non, j'ai été battu dans les urnes, donc je vous donne le pouvoir. Mais vous rigolez quoi? Puisque l'armée est là, l'armée va toujours prendre position pour Soro. Elle va toujours prendre position pour Soro. Et vous allez dire, il a triché. Personne ne va déserter pour vous rejoindre. Vous allez lancer appel. Quiconque va lancer appel pour dire manifestation, il va demander au FSI, matez-moi ces gens-là. Et ils vont vous mater. Ils vont vous mater et puis ça ne va nulle part. Vous allez dire, Alassane qu'a fait ça. Alassane était bien, qu'est-ce qu'on a installé un monstre au pouvoir. C'est grâce à nous il est venu au pouvoir, mais Soro, il ne veut plus nous voir. Soro est en train de nous tuer. Soro nous a menti. Il n'a pas libéré Gbagbo, il n'a pas libéré Blé Goudé, il n'a pas libéré nos anciens généraux, nos commandants. Et vous allez regretter. Il faut voir les choses venir. Mais les membres du pays, j'ai l'impression que leurs yeux sont voilés. Ils ne voient rien. C'est comme ça ils ont fait en 2002, parce qu'ils n'avaient pas encore les réseaux sociaux. Mais les gens parlaient de ça au quartier. Comment Laurent Gbagbo devrait faire? Ils n'ont pas écouté. Ils ont fait confiance à Soro Diom. Vers la fin là, il leur a mis ça profondément, proprement, propre. Et c'est les mêmes là, ils ont commencé à pleurer. Soro Diom, il nous a trahis. Les Afi, jusqu'à aujourd'hui là, ils parlent de ça. Soro Diom était traître. On ne peut pas lui faire confiance. Ok. Afi, il a compris qu'il ne faut pas faire confiance à un Diom Soro. Mais les autres membres du pays, là, est-ce qu'ils comprennent de la même façon que de la manière Afi Ouguessa a compris? De la manière Alassane Ouattara, qui lui était le bon vieux père de Soro Diom. Gbagbo aussi, il était le bon vieux père de Soro Diom. Bédié, qui était le bon vieux père de Soro Diom. Gbagbo n'a rien compris. À propos de Soro, il n'a toujours rien compris. Malgré tout ce que Soro lui a fait, il ne comprend rien. Bédié, il ne comprend rien, ou bien il fait semblant. Il pense qu'il va utiliser Soro pour combattre Alassane et par la suite, le PDCI va venir au pouvoir. Bédié, il ne faut pas te blaguer. Si Alassane tombe, Soro Diom, il va demander au chef rebelle de combattre le PDCI pour que lui, Soro, il puisse être installé. Et c'est propre. Donc, si vous lui donnez le pouvoir sur un plateau d'or, vous allez regretter ça durant le reste de vos vies. Je dis bien, si vous donnez le pouvoir à Soro Diom, vous allez regretter. Et le RPI plus le PDCI ne vont plus jamais exister en Côte d'Ivoire. Parce qu'il va dissoudre ça. Il va vous mater. Il va vous mater. Et il est capable d'utiliser même les élèves, la FESI, les financer, parce que c'est un ancien FESI, les financer pour dire, s'il y a marche, les élèves n'ont qu'à sortir pour faire front, pour faire bloc, et vous mater. Il va dire, bon, c'est entre élèves et tout. Comme ça, lui, Soro Diom, il ne sera pas accusé. Et il peut utiliser ces leviers pour mettre pression sur les différents militants des partis politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Comme ça, ils vont dire, non, ce n'est pas son armée qui tue. Que ce sont les élèves qui affrontent les autres partis politiques parce qu'eux, ils veulent partir à l'école et les autres partis politiques, on les empêche d'aller à l'école. Donc, pour cela, ils sortent pour les mater, pour les chasser des rues. Et est-ce que vous comprenez? Donc, moi, j'ai une telle analyse profonde. C'est pour ça que j'appelle les membres du pays à réfléchir 1000 fois avant de faire allégeance à Soro Diom. Avant de signer n'importe quel deal avec Soro Diom, réfléchissez. Ne soyez pas dans les émotions. Ne voyez pas le visage d'Alassane Ouattara pour dire Alassane Ouattara m'énerve. Donc tout de suite, par manque de vision, vous alliez à n'importe qui parce que vous voulez combattre Alassane Ouattara. Ok, mais cette coalition que vous voulez mettre sur pied pour combattre Alassane Ouattara, mais est-ce que après
Après la chute d'Alassane Ouattara, est-ce que vous voyez la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que si Ouattara tombe, Soro Diom sera prêt pour être vos ministres, devenir l'un des ministres que vous, de votre gouvernement? Ou est-ce que Soro Diom va profiter du brouillamini pour renverser la situation à sa guise, pour prendre le dessus? Mais il a les moyens parce qu'il a une armée. Ah oui, les rebelles écoutent, mais vous avez quoi? Vous, membres de l'opposition, vous avez quoi? Vous voulez compter sur le peuple? Mais Soro Diom est capable de demander aux militaires. Si Ouattara chute, il est capable de demander aux militaires de mater quiconque se lèvera. Et ce sont des rebelles, c'est des gens, ils sont sans cœur, est-ce qu'ils connaissent la loi? Des anciens rebelles, ils ne connaissent pas la loi. Ils vont vous buter. Et puis ça ne va nulle part. Et même Soro Diom, il ne va même pas avoir pitié pour vous. Parce que lui-même, dans sa tête, c'est le sang même qui est dans sa tête. Donc, à la place du cerveau, il se trouve le sang. C'est un sang sanguinaire. C'est un sang microbe. C'est un sang rebelle. Donc, il va vous buter. Et puis ça ne va nulle part. Et quiconque est opposant, un leader qui va vouloir combattre Soro Diom, il aura mort d'homme. Il aura mort d'homme parce que ça sera dans le désordre. Ils vont envoyer des gens pour dire, butez-moi ces leaders. Ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Vous allez être abattus dans les rues de la manière Gueye avait été abattu. Faites très attention. Faites très attention. Vos bêtises que vous faites. Parce qu'Alassane vous énerve. Vous voulez vous allier à n'importe qui. Et on voit des gens qui font des vidéos pour défendre Soro Diom. Les militants du FPI, des militants du PDCI font allégeance à Diom Soro. Parce que, je ne sais pas, l'émotion les anime. Parce que Alassane Ouattara les énerve. Donc, ils s'en vont signer n'importe quel deal. Soro, digne fils du pays. Mais c'est ce digne fils du pays qui vous a tué hier. C'est ce digne fils du pays qui a déstabilisé la nation. C'est ce digne fils du pays qui a mis la Côte d'Ivoire en sang. C'est ce digne fils du pays qui a aplati l'économie ivoirienne. C'est ce digne fils du pays qui a fait reculer, qui a apporté même, qui a multiplié encore la xénophobie. Il y a des gens qui accusent Henri Konan Bédié pour dire qu'il envoyait l'ivoirité. Bien vrai, il n'y a pas de souci. Mais qui en Côte d'Ivoire a envoyé la division religieuse? Mais c'est bel et bien Soro Diom. Parce que c'est lui qui a dit pour la première fois que les musulmans ne pouvaient pas porter boubou en Côte d'Ivoire. Donc, c'était une guerre qui conduisait entre, pour le bien-être des musulmans en Côte d'Ivoire. Donc, il a été le premier à envoyer la division religieuse en Côte d'Ivoire. Donc, si Bédié a envoyé l'ivoirité, Soro Diom a été celui qui a prôné la division religieuse. Et donc, suite à ça, on a vu des mosquées attaquées, on a vu des églises attaquées. Et donc, musulmans contre chrétiens, les gens s'affrontaient, ils s'entretuaient. Mais qui a été l'initiateur de ça? Mais c'est bel et bien comme ça. Vous avez oublié. Et vous voulez mettre tout sur Henri Konan Bédié. Même si je ne suis pas d'accord parfois avec Bédié, mais il faudrait qu'on ramène les choses dans leur contexte. Bédié envoyait l'ivoirité, Soro Diom envoyait la division religieuse. Ça fait qu'en Côte d'Ivoire, musulmans et chrétiens se voyaient mal. Or, nous avons vécu pendant longtemps ensemble. Personne n'haïssait qui que ce soit. Musulmans, chrétiens, ils étaient ensemble. Musulmans, athées, ils étaient ensemble. Chrétiens, athées, ils étaient ensemble. Féticheurs, marabouts, tout le monde était ensemble. Mais il a fallu le nez de Fatou Sedoukou pour diviser cette nation. Et cette division a été pire que ce que Bédié avait envoyé. Parce que pour Bédié, il n'y a pas eu une prise d'armes pour mener une guerre dans le but de couper le pays en deux. Et prenez même la xénophobie. Prenez l'ethnocratie. Encore, c'est Soro Diom qui a prôné ça. Et vous voulez oublier l'histoire. C'est lui que vous appelez digne fils du pays. Un bandit notoire, c'est lui que vous appelez digne fils du pays. Un danger contre notre nation, c'est lui que vous appelez digne fils du pays. Montrez-moi un extrait de vidéo, je dis bien vidéo, d'une seconde ou 2 secondes où Alassane aurait déclaré que c'est parce que en Côte d'Ivoire ici les musulmans ne portaient pas boubou, raison pour laquelle moi Alassane j'ai créé une rébellion. Ça n'existe nulle part. C'est Soro Diom, il a écrit même un gros bouquin de 1 milliard de pages pour dire pourquoi je suis devenu rebelle. On m'avait contrôlé sur un pont. Donc pour lui, contrôler Soro Diom était les opposants, ils devraient comprendre.
Parce que dans son livre, là, il a dit, il quittait quelque part, ils l'ont contrôlé. Et ça l'a énervé. Donc, quelqu'un qu'on contrôle, ça l'énerve. Imaginons. C'est l'opposition qui va faire pour t'opposer à lui, pour faire manifestation dans les rues. Mais il va te voir comme un animal, il va t'égorger. Tout simplement, la police, et lui-même, il connaît la loi. Il a été à l'école. Il sait que la police est là pour faire des contrôles. Mais si lui, Soro Guillaume, il a été contrôlé, pour cela, il prend les armes. Mais imaginons s'il est au pouvoir maintenant. Ces manifestations, vous allez faire, et puis lui, Soro Guillaume, il va être heureux. Mais réfléchissez, mais on dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le caïman ne deviendra jamais un morceau de bois dans l'eau. Et le morceau de bois étant dans l'eau ne peut pas devenir aussi caïman. Donc un homme, un terroriste comme ça, quel que soit ce que vous ferez, il ne changera pas. Il ne deviendra pas un homme saint. Tu as déjà vu le diable devenir Jésus? Tu as déjà vu Jésus devenir le diable? Ça n'existe nulle part. Tu as déjà vu Allah devenir Satan? Ça n'existe pas. Tu as déjà vu Satan devenir Allah? Ça n'existe pas. Allah est Allah. Satan est Satan. Jésus est Jésus. Satan est Satan. C'est clair. Soro Guillaume est un terroriste. Il restera terroriste. Vous qui pensez que vous n'êtes pas terroriste, mais restez dans votre position. Ne vous alliez pas à le terrorisme. Donc, en fait, si vous faites coalition sur Soro Guillaume, nous allons vous considérer comme terroriste. Puisque si tu fais allégeance au diable, c'est que tu approuves l'idéologie du diable. C'est que tu approuves les actes du diable. C'est que tu approuves la politique du diable. Donc, si vous faites coalition avec Guillaume Soro, dans le but de mener une politique coalisée et combattre l'autre, vous savez que Guillaume Soro, dans sa vision, ce n'est pas un combat démocratique qu'il fait. Guillaume Soro, il a toujours prôné le combat des armes. Et vous faites coalition avec lui. Dans le but de mener le combat des armes, c'est que vous aussi, on va vous considérer comme des terroristes. On va vous considérer comme des terroristes et des djihadistes. Parce que nous n'avons... C'est vous-même qui avez donné le nom. Djihad, un terroriste rebelle à Guillaume Soro. C'est vous qui nous avez dit que Guillaume Soro est un rebelle. Guillaume Soro est un terroriste. C'est vous qui nous avez dit que Guillaume Soro était le secrétaire général du MPCI. C'est vous qui avez nommé Guillaume Soro en tant que ministre parce qu'il représentait le groupe armé. C'est vous qui avez nommé Guillaume Soro en tant que premier ministre dans le but de désarmer le groupe armé. C'est lui qui représentait le leader politique du groupe armé. Pour cela, vous lui avez donné un pouvoir au sein du gouvernement. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire que Soro Guillaume est devenu maintenant Jésus. Vous ne pouvez pas nous dire que Soro Guillaume est devenu Allah. Ça n'existe nulle part. Nous savons que le démon incarne Soro Guillaume et il restera toujours démon. Alors, si vous voulez vous dissocier du démon, prenez une position. On va vous identifier. On va savoir que vous ne faites pas partie de la famille du démon et que vous êtes dans la famille des saints. Alors, dès lors que vous faites coalition avec le démon, nous allons vous considérer dorénavant comme des démons. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici ce que je tenais à dire. N'oubliez pas le passé. N'oubliez pas le passé. Aujourd'hui, maintenant, nous allons parler de la rébellion. Parce que d'autres ne cessent de dire que Soro Guillaume a fait à Alassane Ouattara. Que Soro Guillaume a permis à Alassane Ouattara de prendre le pouvoir. Que c'est grâce à Soro Guillaume que Alassane est là aujourd'hui. Et que c'est Alassane qui a financé la rébellion. Et que c'est grâce à Alassane la rébellion a émergé. Mais d'où sortent ces propos? Qui vous a dit ça? Touchez du bois. Qui vous a dit qu'Alassane est le père de la rébellion? Touchez du bois. Touchez du bois et je vais vous démontrer les deux volets de la rébellion. Parce qu'on parle de rébellion. Mais la rébellion est composée de combien de volets? C'est de ça qu'il est question et c'est ce que nous allons démontrer tout à l'heure. Pour vous éclairer. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. La rébellion avait deux volets. Un volet politique et un volet militaire. Et chaque volet avait son leader. Il faudrait que les Ivoiriens le sachent. Chaque volet avait un leader. Le volet politique avait pour leader Guillaume Soro. Et le volet militaire avait pour leader Ibrahim Koulibaly. Il faudrait que les gens le sachent.
Le volet militaire avait pour dirigeant, avait pour chef Ibrahim Koulibaly, et le volet politique avait pour chef Guillaume Soro. Donc, il faisait la politique au nom de la rébellion. Et Ibrahim Koulibaly, il était le général de la rébellion. Donc, il faudrait que les Ivoiriens comprennent cela. Tout ce qui concernait la politique, c'est Guillaume Soro qui gérait. C'est lui qui partait sur la table des négociations. C'est lui qui parlait de politique avec les gens. Quand les journalistes venaient, c'est lui qui devrait défendre l'idéologie de la rébellion. C'est lui qui devrait expliquer aux gens pourquoi il faisait la rébellion. C'est lui qui devrait négocier pour que la rébellion gagne gain de cause. Ce n'est pas pour rien qu'il a été nommé ministre. Oh, quand tu es nommé ministre, on parle de la politique. Là-bas, là, on te parle de la politique. Ce n'est pas un domaine militaire. Nommer quelqu'un ministre, il s'agit de la politique. Quand tu es nommé ministre, c'est que tu fais la politique. Ce n'est plus un volet militaire. Et donc, pourquoi Soro Guillaume a été sélectionné pour représenter le volet politique? Parce que c'est quelqu'un, il avait l'oratoire. Il avait déjà gouverné le mouvement estudiantin, appelé la FESI. Il avait déjà dirigé cela. Il savait communiquer. Il savait discuter de la politique. Il a fait les parlements et Agora. Il a été dans des Sorbonnes. Il a convaincu des gens. Donc, c'était un pion qui pouvait causer avec les politiciens. Il avait déjà appris la politique avec Laurent Gbagbo. Donc, il avait déjà fréquenté des politiciens. Il n'était pas là pour monter les gardes. Il était là pour parler d'idéologie. Donc, avec cette connaissance, avec cet acquis, Soro Guillaume était le mieux placé pour diriger le mouvement politique des rebelles. Et comme IB étant, en tant qu'ancien militaire, en tant qu'ancien garde de corps de Mme Dominique Ouattara, il connaissait ce que c'était que l'armée. IB avait une formation militaire. IB, il connaissait le maniement des trucs, des armes. IB, il savait ce que c'était que la stratégie de guerre. C'est lui qui s'occupait du domaine militaire. Pour frapper tel endroit, c'est IB qui traçait les plans. Pour faire tel coup, c'est IB qui traçait les plans. Donc, il savait comment il fallait opérer. Maintenant, quand le volet politique vient, c'est Soro Guillaume qui dirigeait cela. Mais qui les a financés? Voilà la question où on veut venir. Donc, je vous ai montré les deux volets. Soro Guillaume a été un cerveau des rebelles. IB aussi a été un cerveau des rebelles. Maintenant, qui les a financés? Qui les avait financés? Mais Blaise Compaoré, plus IB, plus Soro Guillaume ont été les vrais auteurs de la rébellion. Mais pourquoi les gens, ils laissent le cas Blaise Compaoré? Et puis, ils viennent toujours dire, c'est Ouattara, c'est Ouattara, c'est Ouattara. Qui ne voit pas Blaise Compaoré? Blaise Compaoré, il n'était pas un simple citoyen burkinabé. Je tiens à le rappeler. Blaise Compaoré, là, ce n'était pas un simple citoyen. Blaise Compaoré, lorsque la rébellion se formait sur le territoire burkinabé, il était le chef d'État burkinabé. Il était le président de la République du Burkina. C'est-à-dire, rien ne peut se passer sur son territoire. Un individu étranger ne peut venir opérer des actions sur son territoire si le gouvernement burkinabé ne donne pas son accord. Donc, on formait une rébellion sur le territoire voisin, c'est-à-dire sur le territoire burkinabé, c'est qu'il y a eu l'accord du gouvernement burkinabé. Et ce gouvernement avait pour chef Blaise Compaoré. Vous devez le comprendre. Donc, pour acheminer des armes sur le territoire burkinabé, il fallait que Blaise Compaoré soit d'accord. Lui et son gouvernement, il faudrait qu'il soit d'accord. Pour créer un camp militaire, pour que les miliciens ou bien des rebelles se forment, apprennent la technique de guerre, se former pour venir attaquer une nation, il faudrait qu'il y ait l'accord de l'État burkinabé. Et vous savez qui a informé Laurent Gbagbo? C'est ce même Blaise Compaoré qui a dit à Laurent Gbagbo, il y a des enfants qui sont au Burkina qui sont en train de se former pour attaquer ton pays. Mais pour éviter ça, il faut naturaliser les Burkinabés qui séjournent en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas Blaise Compaoré qui a dit ça? Quand Laurent Gbagbo a refusé de naturaliser, de donner la nationalité aux Burkinabés qui étaient sur le territoire ivoirien, alors Blaise Compaoré étant furieux, il a décidé de booster UB et Soro Guillaume pour attaquer la Côte d'Ivoire.
Donc, vous qui cherchez les boucs émissaires, c'est Ouattara, c'est Ouattara. Non, c'est Blaise Compaoré. Parce que IB avait cette idéologie. Blaise Compaoré, dans un premier temps, il voulait utiliser IB et les Soro Guillaume pour mettre la pression sur le gouvernement de Laurent Gbagbo dans le but de voir le gouvernement de Laurent Gbagbo naturaliser tous les Burkinabés séjournant en Côte d'Ivoire de façon illégale. Ou bien qui ont eu une carte de séjour ivoirienne. Puisque la carte de séjour était finie, ça avait déjà pris fin lorsque Alassane était Premier ministre et tout, mais ceux qui vivaient sur le territoire ivoirien, Blaise Compaoré avait demandé à Laurent Gbagbo de donner la nationalité ivoirienne pour que moi, Blaise, je puisse être tranquille au Burkina. Je ne veux pas que ceux-là, ils se retournent au Burkina et pousser les autres Burkinabés à faire une révolution populaire. Parce que leur vie qu'ils vivent en Côte d'Ivoire, c'est différent de celle du Burkina. Donc s'ils se retournent au Burkina et qu'ils voient qu'ils ne vivent pas la même vie, ils sont capables de se révolter et pousser les autres Burkinabés. Donc pas peur de conserver son pouvoir, il a voulu négocier Laurent Gbagbo. Donc cette rébellion, il n'avait pas encore accepté que les rebelles frappent la Côte d'Ivoire. Donc il allait informer Laurent Gbagbo pour dire les rebelles sont sur mon territoire. Donc qu'est-ce que tu fais? Il faut naturaliser les Burkinabés. Gbagbo a refusé. Étant fâché, il dit, bon, ok, tu vas me comprendre. Tu vas me comprendre, tu vas m'entendre. C'est comme ça, Blaise, il prend IB, il s'en va voir Kadhafi. Il prend IB, il s'en va voir Kadhafi. Pour dire les musulmans de Côte d'Ivoire sont maltraités. Sont tués en Côte d'Ivoire. Donc Kadhafi, en tant que défenseur de l'islam, partout en Afrique, vient en aide aux musulmans de Côte d'Ivoire. C'est comme ça, Kadhafi a eu confiance en IB, parce que IB n'était pas allé seul. IB était accompagné par un chef d'État, un président de la République, qui était Blaise Compaoré, qui était président. Mais il a confiance là directement. Blaise Compaoré n'est pas n'importe qui. Donc Blaise Compaoré ne peut pas aller arnaquer Muammar Kadhafi. Donc Kadhafi a eu confiance en IB, parce qu'il était accompagné par Blaise Compaoré. Ce n'était pas Alassane Ouattara qui avait accompagné IB chez Muammar Kadhafi. C'est Blaise Compaoré parce que Gbagbo n'a pas voulu naturaliser les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà la haine de Blaise Compaoré. Voilà, c'est cette haine qui l'a poussé à permettre à Kadhafi de financer la rébellion, à permettre à Kadhafi de donner des armes à la rébellion. Et Blaise Compaoré, il a ouvert ses frontières pour que la rébellion rentre en Côte d'Ivoire. Sinon, il y a une frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Le Burkina a sa frontière, la Côte d'Ivoire. Donc, pour que les rebelles passent avec des armes chargées dans des trucs, dans des 4x4, il faudrait que le Burkina aussi soit d'accord pour que ces armes-là traversent la frontière burkinabé, pour que ça arrive sur le territoire ivoirien. Et c'est Blaise Compaoré qui a donné son accord. Pourquoi dans les négociations, par exemple, vous qui refusez de voir clair, pourquoi dans les négociations Blaise Compaoré était impliqué? Pourquoi il était impliqué? Si c'est Alassane qui avait financé la rébellion, pourquoi Blaise Compaoré, il était aussi autour des tables de négociation? Il est même venu en Côte d'Ivoire. Il a été décoré à Gagnoa, où Gbagbo a dit qu'il est le nouveau roi des BT. Il a été décoré. Il y a eu les accords de trucs de Ouaga. Mais Gbagbo partait chercher quoi à Ouagadougou? Parce qu'il était conscient que Blaise Compaoré était aussi le parrain. Il était le parrain de la rébellion. Et donc, il fallait tout faire pour le convaincre, enfin, de mettre fin au règne des rebelles au nord, parce que le repli, leur base arrière, c'était le Burkina. C'était le Burkina. Et qui était président? C'est Blaise Compaoré qui était président. On vous parle d'un président qui a financé la rébellion. On ne vous parle pas d'un Alassane. Alassane Ouattara, sa base, ce n'est pas le Burkina. Il n'a même pas eu une influence au Burkina. Quand il était opposant, il pouvait influencer Blaise Compaoré. Vous pensez que Blaise Compaoré allait être influencé par Ouattara? Pendant qu'Alassane était... Quelqu'un qui a tué Thomas Sankara, quelqu'un qui fait la loi, l'appuyer le beau temps au Burkina, il va être influencé par Alassane. Mais si Alassane influençait Alassane, mais il allait coordonner les choses pour tuer Alassane. Mais vous connaissez mal Blaise Compaoré. Hein? Vous connaissez mal ce Mourossi, Blaise Compaoré. Mais si Alassane l'agaçait, il allait le tuer, il allait l'éliminer, il avait tous les moyens. L'armée burkinabé était à sa disposition. Mais vous rigolez quoi? Mais c'est Blaise Compaoré qui a financé cette rébellion en coalition avec Muammar Kadhafi.
Et quand les rebelles ont réussi à prendre le nord de la Côte d'Ivoire, je vous détaille pour qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous allez quitter ici, là, le nom d'Alassane Ouattara va quitter dans vos bouches. Alassane Ouattara, le père de la rébellion, alors eux, ils oublient Blaise Compaoré. Si Ouattara était le père, qu'est-ce que Laurent Gbagbo cherchait à Ouaga pour signer des accords à Ouaga? Pourquoi Laurent Gbagbo cherchait Blaise Compaoré pour dire viens à Gagnoa? Il le décorait. Il cherchait quoi à Gagnoa? En lui donnant des gros paniquitas, il lui offre des vins luxueux, des liqueurs, des bouteilles de liqueur, il lui offrait ça. Il cherchait quoi? Pourquoi il négociait Blaise? Pourquoi il négociait Blaise? Ou bien c'est Ouattara qui était président du Burkina. Je prends le cas du Libéria. Quand Houphouët-Boigny déstabilisait le Libéria à travers Guy Robert, la guerre du Libéria, ils vont dire, mais c'est Houphouët qui a financé ça. C'est lui qui allait déstabiliser le Libéria, mais qui ne le sait pas. Donc un chef d'État, un président de la République, on peut se permettre de déstabiliser un pays voisin et puis ça ne va nulle part. Mais pour que ce pays puisse réussir à déstabiliser le pays voisin, il faudrait que dans ce pays voisin-là, il y ait des acteurs. Et les acteurs qui venaient de la Côte d'Ivoire, c'était IB et Soro Guillaume. Vous ne comprenez pas toujours. Vous ne comprenez toujours pas. Mais c'est clair. Donc voici, puisque Blaise Compaoré a pu avoir des Ivoiriens tétins, des petits Ivoiriens rebelles, des Ivoiriens voyous, qui ont accepté de voir leur pays être déstabilisé par le soutien du Burkina. Et si le Burkina a soutenu ces rebelles appelés UB et Soro Guillaume, c'est parce que Blaise Compaoré était président. Donc on vous parle d'un État. Donc ces rebelles dirigés par UB et Guillaume Soro, ils avaient toutes les possibilités d'avoir des armes. Parce que le Burkina pouvait acheter les armes en son nom. En contrepartie, tout ce que les rebelles allaient prendre, ils donnaient ça au Burkina. Mais c'est clair, c'est la guerre. Donc vous comprenez que l'or que les rebelles pillaient au nord et tout, au centre, et les parties où ils contrôlaient l'or, diamant et tout partait au Burkina. C'est l'État burkinabé qui prenait. Le cacao, tout c'est l'État, ça partait au Burkina. C'était la récompense du Burkina. Parce que Blaise Compaoré les a aidés. En retour, il doit obtenir la manne, la richesse du pays. Tout était envoyé au Burkina. C'est le Burkina qui payait l'or, diamant, fer et tout. Voilà. Mais pendant ce temps-là, le Burkina ne vivait pas la misère. Parce qu'il y avait maintenant une très grande, 60% du territoire ivoirien était contrôlé maintenant par le Burkina, de façon indirecte, par le biais d'IB et de Soro Guillaume. Donc le Burkina contrôlait une grande partie de la Côte d'Ivoire. Durant, je vous dis, pendant 8 à 10 ans, le Burkina a contrôlé la Côte d'Ivoire. En pillant le nord du pays, en pillant le sud, le centre du pays, et une partie de l'ouest, ils ont pillé. Ils ont pillé. Est-ce que vous comprenez? Ils ont tout pillé. Et vous accusez toujours Alassane Ouattara, mais vous oubliez Blaise Compaoré. Ouattara n'a rien fait. Mais pour que cette rébellion puisse prendre de l'ampleur, ils ont dû utiliser le nom d'un influenceur du Nord, qui est Alassane Ouattara. Il fallait utiliser son nom pour pouvoir faire émerger cette rébellion. Mais Alassane Ouattara ne leur a pas demandé de créer rébellion. C'est ce que vous devez comprendre. Donc voici un peu ceux qui ont créé la rébellion. Mais d'où sortait l'argent? Avant même la casse de la BCAO. Où est-ce que Soro Guillaume et ses bandes ont trouvé de l'argent? Mais les puits, c'est-à-dire les stations pétrolières du centre jusqu'au nord, mais l'armée a abandonné ça. Il y avait du carburant. Donc le Burkina achetait ça dans leur main à un bas prix. Donc il se faisait de l'argent. Ah mais c'est clair. Donc il y avait du carburant. Donc le Burkina, au lieu d'acheter du carburant très cher dans des sociétés trucs, le Burkina prenait ça au nord directement pour aller remplir ses stations de trucs d'essence au Burkina. Tout était rempli. Ils ont même pris des usines. Et donc ces usines-là travaillaient. Les stations-service et tout, ils ont tout pris. Donc les rebelles, ils ne dépensaient pas assez pour remplir
Leur véhicule qu'ils prenaient pour mettre du carburant, c'est clair, ils ne dépensaient pas assez. Ils prenaient ces véhicules et puisqu'il y avait déjà des stations-service sur pied, ils ont tout pillé, ils ont mis dans des bidons, chacun a volé, ils se sont fait du pactole. Et ils ont rempli leur véhicule. C'est ça qu'ils prenaient pour faire la guerre. Donc, ils n'avaient plus besoin d'aller acheter carburant. D'autres disent, mais ils ont trouvé l'argent pour payer carburant parce que pour faire la guerre. Mais au nord là-bas, au centre là-bas, là, il n'y a pas de station de service. Oh, mais les gens qui sont là-bas, où ils payent leur carburant, où c'est à Abidjan, ils viennent pour payer carburant. C'est à Abidjan, ils viennent pour remplir leur véhicule, les réservoirs de leur véhicule dans les stations. Il y a des stations de service au sud, au centre, il y en a. Et ils ont pris une partie de l'ouest, il y avait des stations service. Donc, c'est là-bas ils prenaient leur leur pétrole. Sans compter ceux qui disent bien qui c'est qui est député là. Les Djagao, ils contrôlaient des sites miniers. Mais ce temps-là, ce n'était pas Abidjan qui payait ça. Ce temps était directement envoyé au Burkina. Donc le Burkina a fait un gros business. Ce n'était pas Ouattara qui payait leur or. C'était Blaise Compaoré qui dirigeait un État. Et cet État, c'est l'État burkinabé. C'est lui, en tant que président, qui payait tout ça. Qui volait la richesse du pays. Donc, vous comprenez dès lors que c'est comme ça, c'est le Burkina qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a pas été vigilant. Il n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas pu exercer une pression sur le Burkina pour faire reculer Blaise Compaoré. Il pensait que c'était les négociations qui allaient faire reculer Blaise. Mais Blaise, il n'a pas écouté Gbagbo. Il n'a pas écouté Gbagbo. Gbagbo lui donnait des milliards, mais allez-y vous renseigner. Il a eu des milliards de francs CFA dans le but d'empêcher la rébellion. Mais Blaise, il jouait un double jeu. Il prend l'argent, il fait croire à Laurent Gbagbo que non, il va fermer sa frontière, il va. Et quand il s'en va, il dit à IB, Soro, allez-y. Allez-y, enlevez Gbagbo et puis les financer en armes. Ils sont d'armes là. Puisque quand les armes sont quittées en Libye, c'est allé au Burkina. Donc, c'était contrôlé par l'armée burkinabé. À chaque fois que IB Soro Dion avait besoin des armes, les armes quittaient au Burkina. Ce n'est pas Ouattara qui acheminait les armes. C'était Blaise Compaoré qui disait à son armée d'acheminer les armes. Donc, vous comprenez qu'à partir d'aujourd'hui, le nom de Ouattara doit sortir de vos bouches. Vous devez nettoyer vos bouches en vous brossant. Brossez-vous pour enlever le nom d'Alassane Ouattara. Oubliez ça. À la place de Ouattara, mettez Blaise Compaoré. Parce qu'il est l'auteur. Il est l'initiateur. Il est l'instigateur de cette rébellion. Donc, même la Guinée, tout ça là, c'était contrôlé. Guinée, tout ça au nord. Donc, les rebelles, il y avait des trucs. Ils vendaient n'importe quoi en retour. Ils gagnaient du carburant. Et donc, ils prenaient, eux-mêmes les banques qu'ils ont cassées. Cet argent, ils partaient, ils payaient du carburant. Donc, ils ont eu assez de moyens. Ils contrôlaient des mines, des sites miniers. Ils creusaient diamants, l'or. C'est moi qui veux citer. Ils vendaient ça en retour. Ils avaient de l'argent. Ils s'enrichissaient. Qui les contrôlait? Personne ne les contrôlait. C'est Soro Guillaume qui les contrôlait. C'est Blaise Compaoré. C'est IB. Ensuite, IB a fui. Il allait se réfugier au Togo. Et après, il allait se cacher au Ghana. Tout ce temps est Soro Guillaume. C'est-à-dire, le volet politique a pris le dessus parce que avec le volet politique, Soro Guillaume s'est fait connaître partout. Parce que Gbagbo l'envoyait partout. Avec des grandes personnalités de ce monde. Donc, avec les négociations, le volet politique a remporté la victoire sur le volet militaire. C'est comme ça IB a perdu. C'est comme ça IB a perdu. Et Soro Guillaume, son influence était intense. Parce qu'à travers Soro Guillaume, les rebelles pouvaient être protégés. Puisque c'est lui qui était conduit politiquement. Donc, pour faire passer un message, les gens s'adressaient directement à Soro Guillaume. Que de coopérer avec IB, non, les gens passaient par Soro Guillaume. Des grandes puissances. Au moment où les grandes puissances sont tombées dans la danse, les gens causaient directement à Soro Guillaume, ils ne causaient plus à IB. Et donc, Soro Guillaume s'est vu puissant. Il a décidé d'éliminer IB, d'écarter IB pour que lui, il s'approprie le mouvement. C'est comme ça, il a commencé à éliminer les proches d'IB et il s'est encamparé du mouvement. Il leur a fait croire qu'il est le seul capable de les protéger. Il est le seul capable de les protéger. Donc, s'ils ne se rallient pas à lui, et ils veulent se rallier à IB,
ils seront matés. Donc, pour être protégés, pour être sous le parapluie diplomatique de Guillaume Soro, ils ont décidé de faire allégeance à Guillaume Soro. C'est comme ça que Guillaume Soro a pris l'initiative de ce mouvement rébellien. Et il a dirigé ça jusqu'à... Il s'est autoproclamé l'auteur même de la rébellion. Il a écrit un gros bouquin et il a fait tout. Et il a dit non, c'est lui-même qui s'est autofinancé. Mais en réalité, c'est Blaise Compaoré. Parce qu'il ne pouvait pas dire le nom de Blaise. S'il disait le nom de Blaise, Blaise allait fermer le tuyau. Il allait fermer sa frontière. Et la rébellion n'allait plus avoir base arrière. Renfort n'allait plus venir, quoi que ce soit. Donc, Soro Guillaume était obligé de dire c'est lui seul qui a financé la rébellion. Et qu'il était l'auteur principal de la rébellion. Alassane n'était pas candidat. Alassane n'était pas encore candidat. Il a été candidat en 2010. Donc, cette histoire de 2010, là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'histoire de 2002. Vous voyez, 2010, c'est encore autre histoire. 2010, là, on ne peut pas accuser Alassane. On ne peut pas dire Alassane a tué son pays. 2010, là, tous les pays africains étaient contre Gbagbo. Hein. N'oubliez pas que tous les pays africains ont participé maintenant en 2010. Ils ont participé pour enlever Laurent Gbagbo. Donc là, on ne peut pas attribuer les crimes qui se sont passés à Alassane Ouattara pour dire Alassane Ouattara, il a créé une rébellion. Non, non, non. En 2010, c'était une coalition africaine, bien sûr. Une coalition africaine, je tiens à vous le rappeler. C'était une coalition. La majeure parce qu'on est en démocratie. Et quand vous prenez les pays africains, tous les pays africains, il n'y a que quelques-uns. Nous sommes 54 États, n'est-ce pas, en Afrique. Quand vous prenez les 54 États, combien d'États qui étaient pour Gbagbo? Combien d'États? Les États qui étaient pour Gbagbo ne valaient même pas 10 États. Ça ne valait même pas 5 États. Même l'Afrique du Sud, qui prétendait que ce pays était derrière lui, ce pays l'a lâché. Donc, au dernier moment, l'Afrique du Sud n'était plus à lui. C'était seulement l'Angola et la Guinée équatoriale, c'est fini. L'Angola et la Guinée équatoriale avec Gambie, la Gambie, c'est fini. Donc, dans tous les pays, les 54 États, Laurent Gbagbo, il y avait 3 petits États qui le soutenaient. En dehors de ces 3 petits États-là, il y avait 51 États qui soutenaient Alassane Ouattara. Donc, on comprenait que Laurent Gbagbo, en 2010, il n'avait plus raison. Et ces États, puisque tous ces États ne pouvaient pas amener une armée, mais d'autres parmi eux ont amené une armée, appelée Ekomog pour dire, et c'est une armée africaine. Et Laurent Gbagbo a reconnu bel et bien cette armée, parce qu'il ne s'est pas retiré de la CEDEAO. C'est une armée de la CEDEAO. Ekomog est une armée de la CEDEAO. Et Laurent Gbagbo reconnaissait toujours la CEDEAO. Il n'a pas dit que la Côte d'Ivoire n'était pas membre de la CEDEAO. Dès lors qu'il reconnaît la crédibilité de la CEDEAO, alors si la CEDEAO décide d'intervenir militairement, Laurent Gbagbo devrait accepter de quitter le pouvoir. Or, la Cour de justice africaine avait dit à Laurent Gbagbo qu'il avait perdu. Et cette CEDEAO dirigée par Jean-Ping, Laurent Gbagbo n'avait pas dit que la CEDEAO n'était pas crédible. Il avait toujours reconnu la CEDEAO. Donc, si cette CEDEAO décide, le président de la CEDEAO, cette organisation dont fait partie la Côte d'Ivoire, si le président de la CEDEAO reconnaît que Laurent Gbagbo a perdu, il fallait qu'il quitte. C'est parce qu'il n'a pas quitté. Donc, il y a eu une coalition africaine, plus une partie des Ivoiriens, puisque c'est Laurent Gbagbo qui a gracié les rebelles. Donc, considérons qu'ils étaient plus rebelles. Ceux qui ont intervenu en 2010, ils étaient plus rebelles. Est-ce que vous entendez? Ils étaient plus rebelles. Moi, je parle de rébellion lorsqu'on parle de 2002 jusqu'en 2010. Mais en 2011, là, ces gens-là qui ont intervenu, ils étaient plus des rebelles. Laurent Gbagbo les avait graciés. Gbagbo avait dit aux Ivoiriens que ceux-là, ils n'ont pas tué. C'est ce que Laurent Gbagbo avait dit. Il a dit qu'ils sont blancs comme la neige. Il les avait même décorés, gradés. Donc, considérons qu'ils étaient plus rebelles.
Et si on veut aller sur ce volet, les militaires qui étaient avec Laurent Gbagbo, là, beaucoup ont déserté pour rejoindre Alassane Ouattara pour combattre Gbagbo. Donc, ses propres militaires, ils les accusent de rebelles aussi. Donc, lui aussi, Gbagbo, il était aussi, les Guerbipoints, là, qui les avaient nommés comme des généraux. Mais Félix Mangou, là, c'est, n'est-ce pas, lui qui était chef d'état-major. Donc, si on dit que ceux qui ont combattu Gbagbo, ils étaient des rebelles, donc Laurent Gbagbo avait nommé un rebelle comme chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Puisque les Mangou ont combattu Gbagbo. Les Guerbipoints ont combattu Gbagbo. Les Kassaraté ont combattu Gbagbo. Donc, ça veut dire que Gbagbo travaillait des rebelles. Il les avait nommés. Donc, si on les considère comme des rebelles, c'est que Laurent Gbagbo aussi, il est aussi un chef aux rebelles. Parce que ne limitez pas le débat. Poussez le débat loin. Poussez le débat loin pour éclairer les gens. Moi, quand je raisonne, je pousse le débat très loin. Parce que les forces qui étaient aux côtés de truc Alassane Ouattara, c'était plus des forces rebelles. C'était des loyalistes parce qu'ils avaient le même titre que ceux qui travaillaient à Laurent Gbagbo. N'oublions pas ça. Parce que suite à la nomination de Guillaume Soro, Laurent Gbagbo avait blanchi tout cela. Il a dit qu'ils étaient plus des rebelles, ils faisaient partie des forces loyales. Donc, nous supposons qu'ils étaient tous loyaux. Maintenant, en 2010, il y a deux candidats. L'autre dit qu'il a gagné, l'autre dit qu'il a gagné. Les institutions internationales ont dit que Laurent Gbagbo a perdu. Puisque lui, Laurent Gbagbo, lui-même, il reconnaît ces institutions. C'est lui-même qui a introduit la Côte d'Ivoire là-dedans. C'est lui-même qui a signé, il dit, il reconnaît la crédibilité de ces différentes institutions. C'est lui-même qui a pris l'ONU, il dit l'ONU vient en Côte d'Ivoire. Mais écoutez, mais reconnaissez aussi que Laurent Gbagbo, il a été à la base, c'est lui-même qui ne voulait pas. Qui a fait venir l'ONU en Côte d'Ivoire? Ivoiriens connaissaient l'ONU. Est-ce qu'on connaissait l'histoire de l'ONU en Côte d'Ivoire? On voyait l'ONU se balader dans les autres pays, on n'avait jamais... C'est à l'école, on apprenait l'histoire de l'ONU. C'est à l'école, on apprenait l'histoire de trucs de l'UN. On n'avait jamais vu ça en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui a dit venez. C'est lui qui les a fait venir. On dit élection, il dit venez superviser. Donc c'est parce qu'il croit en l'ONU. Il a confiance en l'ONU. Il se dit l'ONU est crédible. Donc si tu as fait venir tes mercenaires de l'ONU, et en retour, ces gens-là disent Gbagbo, tu as perdu, mais qui? C'est toi qui les as menés. Donc c'était des mercenaires. Si vous pensez qu'ils ont tué des Ivoiriens, donc c'est Laurent Gbagbo qui nous envoyait des petits mercenaires de l'ONU pour nous massacrer. C'est pas Alassane qui allait chercher l'ONU. Hein? Parce que vous limitez toujours le débat. Gbagbo nous a fait, il a envoyé l'ONU. Il a accepté que l'ONU supervise. Il a accepté le financement des élections. L'argent qui venait de l'étranger. Mais votre Gbagbo était controversé. Ce n'était pas un homme crédible. Les discours qu'il tenait et les actions qu'il menait, ça fait deux. Il n'était pas ce qu'il disait, ce n'est pas ce qu'il était. Voilà pourquoi il vous a toujours berné. Il vous a toujours menti. Tu ne peux pas dire à ton peuple, en tant que président de la République, que tu veux l'autonomie de ton pays. C'est-à-dire l'autonomie, c'est être véritablement indépendant. Parce que Laurent Gbagbo disait que la Côte d'Ivoire n'était pas indépendante. Donc, il voulait l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, il voulait une autonomie. D'après lui, il dit qu'il voulait revoir tous les accords anciens signés avec les grandes puissances. Et qu'il fallait que ça soit un partenariat gagnant-gagnant. N'est-ce pas? Donc, si Laurent Gbagbo considère que la Côte d'Ivoire n'était pas indépendante, à quoi bon d'aller chercher l'ONU? N'est-ce pas, il est professeur d'histoire, non? Il connaît l'histoire, il connaît le rôle de l'ONU dans le monde. Il a vu déjà des actions de l'ONU dans certains pays. Donc, un président qui réfléchit, qui connaît l'histoire du monde, qui sait qu'est-ce que c'est que l'ONU et quelles sont ces actions lugubres qui se cachent derrière cette organisation, il ne peut pas faire venir cette organisation dans son propre pays. Pendant ce temps, il cherche son autonomie. Mais il ne sait pas qu'au sein de l'ONU, il se trouve les grandes puissances. Tu dis tu veux l'indépendance de la Côte d'Ivoire, tu demandes aux grandes puissances, venez dans mon pays. Mais l'ONU, le siège se trouve où? N'est-ce pas aux États-Unis? Ça se trouve aux États-Unis, non? Qui dit l'ONU, dit les grandes puissances. Donc toi, Laurent Gbagbo, tu ne peux pas prétendre vouloir libérer ton pays dans les mains des grandes puissances et appeler une organisation dirigée par ces mêmes grandes puissances, demander à cette organisation de venir s'installer dans ton pays en créant une base militaire,
Et en leur permettant même de s'immiscer dans tes élections. Or pourtant, quand tu dis pays indépendant, élections, tu ne dois même pas permettre aux grandes puissances de s'y impliquer. Mais si tu leur demandes de venir s'impliquer, ils te donnent de l'argent et tu prends l'argent. Tu finances les élections. Mais écoutez, moi, mais vous plaisantez, vous les probables. Voilà pourquoi je dis, revenez sur terre et parlons de politique. Causons terre à terre, réfléchissons, parlons des vrais débats et non des émotions. Moi, compris, lorsque je parle pour vous faire comprendre, pour vous éclairer les cerveaux. Je ne suis pas là pour fantasmer. Non, je vous parle pour que vous compreniez. Pour que les gens comprennent qui était Gbagbo. Qui était Gbagbo? Mais si tu veux l'indépendance de ton pays, on dit élection arrive. Il fallait t'apprêter, puisque Laurent Gbagbo nous avait dit, dans l'une de ses interviews, il a dit la Côte d'Ivoire a beaucoup d'argent. Et même la Côte d'Ivoire finançait les pays aux étrangers, certains pays étrangers. La Côte d'Ivoire leur prêtait du crédit. Donc ce qui veut dire, la Côte d'Ivoire est un pays riche. La Côte d'Ivoire a les moyens de sa politique. Et même la Côte d'Ivoire finance la politique française, n'est-ce pas? Puisqu'il a financé la campagne de Jacques Chirac, ce n'est pas sorti de nos bouches, mais ceux qui dirigeaient la Côte d'Ivoire, et même les proches de Laurent Gbagbo, les Mamadou Koulibaly ont avoué ça, les Afi ont avoué ça, et même les Français eux-mêmes, ils ont avoué ça, ils ont dit Gbagbo a donné beaucoup de contrats, et il a financé les élections françaises. Donc ça veut dire que Laurent Gbagbo, il avait beaucoup d'argent. Mais organiser une élection, ça fait combien? Si tu finances l'élection des autres pays, c'est ta propre élection là que tu ne peux pas financer. Mais quel est ce truc, ce 2 poids 2 mesures? Tu arrives à financer une élection française où il y a 65 millions d'habitants, s'il vous plaît, ou 70 millions d'habitants. Tu réussis à financer leurs élections. En Côte d'Ivoire, nous sommes, et même en 2010, on n'était même pas encore 25 millions. On roulait dans les 23 à 24 millions. Si tu finances une élection présidentielle d'un pays qui a au moins 70 millions d'habitants et qui est incapable de financer les élections de ton propre pays qui a au moins 23 à 24 millions d'habitants, mais il y a des questions à se poser. C'est un peu bizarre quand même. Or pourtant tu cherches à être indépendant. Mais tu ne sais pas que celui qui te donne les moyens, il a aussi un contrôle sur toi. Mais si tu ne voulais pas que l'ONU s'immisçait, tu ne voulais pas que la France s'immisçait dans cette histoire d'élection de 2010, il ne fallait pas prendre leur argent. Parce qu'ils te donnent l'argent. Et tu prends, tu organises des élections, tu dis non, venez superviser, venez regarder. Mais toi-même, tu leur demandes de venir voir que Laurent Gbagbo, il est conscient. Il sait que si ces gens-là, ils viennent là, ils s'ingèrent toujours, c'est une ingérence. Donc s'ils se sont ingérés au sein de notre nation, élection, c'est Gbagbo qui leur a donné cet accord. C'est Gbagbo qui leur a donné cet accord. Donc acceptez cela. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Pourquoi? Mais les superviseurs internationaux qui sont venus là, leur rôle c'était de faire quoi? C'était de voir si c'est transparent ou pas. Mais si c'est pas transparent, il dit c'est pas transparent. Mais il s'ingère là-dedans. Donc si Gbagbo voulait réellement une indépendance, il devrait dire je refuse le financement de l'ONU, je ne veux pas que l'ONU finance les élections ivoiriennes. La Côte d'Ivoire a assez de moyens, nous allons financer nos élections. Nous ne voulons pas que vous veniez voir clair dans cette histoire d'élection. Nous, Ivoiriens, on va contrôler nos élections. Ou bien prendre certains pays voisins, les représentants de certains pays voisins pour venir superviser les élections. Maintenant, il prend les Blancs. Et maintenant, les Blancs, vers la fin, ils prennent position et ils disent non. Et pourquoi ils s'ingèrent? Mais qui les avait appelés? N'est-ce pas toi, Gbagbo? Tu appelles les Tchoy. Pour dire, Tchoy, là, c'est un Ivoirien. Mais c'est un petit Coréen. Mais qui a nommé Tchoy au sein de l'ONU là-bas? Tu ne savais pas que Tchoy travaillait à les grandes puissances. Tu dis Tchoy vient à Abidjan et tu lui donnes une grande maison, hein? Une villa, et puis il s'est installé même à Abidjan. Il mange gros à Tchéké matin, midi, soir. Et toi, Gbagbo, tu ne voyais pas que Tchoy était un danger. Voilà des gens comme ça. Voilà des gens comme ça. Et ils veulent nous faire croire que non, la rébellion n'a pas combattu Gbagbo. C'est l'armée loyale qui a combattu Gbagbo. Parce que quand cette histoire de 2010-2011 est arrivée, l'armée s'est divisée en deux.
Je dis bien, l'armée s'est divisée en deux. C'est clair, il n'y a pas de débat. Les Mangou, les Kassaraté, les Guébipoué, les Conan, Boniface, et tout, mais tous ceux-là, ils étaient des hauts gradés de Babou. Hein. Ceux que je vous cite là, les Yao Boniface, je ne sais pas s'il s'appelle Yao Boniface, mais Conan Boniface. Conan Boniface 1, Kassaraté 2, Philippe Mangou 3, Guébipoué 4, et il y a encore d'autres, des hauts gradés de l'armée ivoirienne. Et son propre chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, qui est Philippe Mangou, il s'est rallié à Alassane. En dehors de c'est ceux-là, les hauts gradés là. Il y a encore d'autres hauts gradés. En dehors d'eux, il y a une partie des soldats. Je dis bien des soldats militaires, gendarmes, policiers, hauts et forêts. Les marais. Ils se sont divisés aussi pour rejoindre Alassane. Et c'est ceux-là qui se sont retournés contre Babo. Et vous parlez des rebelles. Ce n'est pas une question de rébellion. Donc si vous les traitez de rebelles aujourd'hui, c'est que Laurent Gbagbo, il avait nommé des rebelles, il travaillait des rebelles, il les avait nommés comme chefs d'état-major, il les avait nommés comme des commandants, il les avait nommés comme des généraux. Donc Laurent Gbagbo, si on veut se baser sur ça, nous pouvons accuser Gbagbo d'être le chef rebelle. Parce qu'il a travaillé des rebelles. Alors si vous ne voulez pas qu'on traite Gbagbo de chef rebelle, acceptez tout simplement que Laurent Gbagbo a été combattu de façon loyale avec l'armée ivoirienne qui savait que Gbagbo avait perdu bel et bien les élections et que ce dernier s'endettait à rester coûte que coûte au pouvoir. Donc, de façon loyale, l'armée a senti bon de ne pas l'accompagner dans ces sales besognes et elle a pris position. Et puisque tout le monde ne s'était pas rallié, d'autres ont voulu faire front. Et c'est dans ça la guerre a vu le jour. Et puisque Laurent Gbagbo avait déjà demandé aux grandes puissances de s'intéresser à la Côte d'Ivoire, donc ces grandes puissances aussi se sont ajoutées derrière les autres soldats qui avaient compris que Laurent Gbagbo était dans une fausseté pas possible, profonde. Ces grandes puissances ont pris position pour bouter Laurent Gbagbo du pouvoir. Ils l'ont fait sortir du pouvoir, ils l'ont fait sauter du pouvoir. Et donc c'est clair. Donc vous comprenez maintenant, je pense que n'importe qui a compris. Et les probabos qui regardent, ils comprennent très bien. Ils comprennent très bien ce que je viens de dire. Parce que ça a été une démonstration magistrale. Ils ont bien compris. Personne, tout simplement peut-être la haine va les empêcher. Ou bien ils voient la vérité, ils comprennent bien. Mais ils vont refuser d'accepter cette vérité parce qu'elle est tellement crue. Et elle est choquante. Ils vont être choqués. Ils vont dire, tais-toi. Ils vont commencer à m'insulter. Mais ce que je dis, ils comprennent. Ils savent bel et bien que guerre complet dit la vérité. Donc, c'est tellement clair et net. Moi, je traite Soro Diom de rebelle parce qu'il a commis des crimes en 2002 jusqu'en 2010. Il n'a fait qu'exécuter des gens, tuer des gens, mettre des gens dans... C'est de ça que je parle. Hein. Je ne parle pas de sa guerre qu'il a fait en 2010, en 2010-2011. Hein. Je ne parle pas de ça. Ce sont ces cas, cette voyousie qu'il a fait durant ces 8 ans qu'il a fait au sein de la rébellion, c'est de ça que je parle. Voilà pourquoi je le traite de rebelle. Et ses anciens coéquipiers. Mais en 2010, c'était une coalition des armées. L'armée loyale s'est divisée en deux pour aller rejoindre Alassane. Puisque les Ouattao, tous ceux-là, ils étaient devenus maintenant, ils étaient membres de l'armée loyale. Hein. Ah oui, parce qu'il ne faudrait pas que les gens oublient. Laurent Gbagbo avait intégré ceux-là au sein de l'armée loyale. Donc, eux tous là, ils étaient au sein de l'armée loyale. Donc, en 2010, là, quand ils ont dit que Gbagbo a perdu, ils se sont divisés. L'armée s'est divisée en deux. Une partie a trouvé bon d'être aux côtés du truc d'Alassane. L'autre partie a trouvé bon d'être aux côtés du truc de Laurent Gbagbo. Et c'est cet affrontement-là qui a permis à Alassane de prendre le dessus. Et il est devenu président. C'est clair. Donc, c'est un affrontement qu'il y a eu entre Alassane, l'armée ivoirienne. Cette armée ivoirienne s'est divisée en deux et elle s'est affrontée. Vous comprenez? Donc, lors de cet affrontement, ceux qui ont pris position pour Alassane ont gagné ceux qui ont pris position pour Gbagbo. Parce que, par le biais d'Alassane Ouattara, c'est l'armée qui a pris position pour Alassane Ouattara a reçu un soutien international. Contrairement à Laurent Gbagbo qui n'avait même pas de contact international. Mais il a perdu. C'est comme l'élection à la FIFA. Imaginons Didier Drogba a un soutien international.
Il est internationalement connu. Les Idriss Diallo, ou bien les Sori Konaté, là, on dit affrontement. Mais Didier, il peut recevoir un soutien international. Parce qu'il a beaucoup de trucs. Et les autres, ils ne peuvent pas recevoir de soutien. Donc, si Didier Drogba les gagne, mais c'est clair. Parce qu'il a un contact, il a un carnet d'adresse bien chargé. Et c'est ce que Ouattara fait face à Gbagbo. Donc, c'est clair. Et dans ce monde-là, le victorieux, il juge toujours le perdant. Mais l'Allemagne, vous n'avez pas vu l'Allemagne? L'Allemagne, la guerre qu'ils ont appelée guerre mondiale, la seconde guerre mondiale. Mais quand les Allemands ont perdu là, mais ils ont traqué tous les généraux allemands, on les a arrêtés, les jugés. Mais vous pensez que c'est quoi? Mais si c'est l'Allemagne qui gagnait, mais elle allait... Mais attends, tu ne peux pas gagner et vouloir juger tes propres clients qui ont pris position. Si Gbagbo gagnait là, il allait prendre les trucs, les CKCK pour les juger. Mais vous rêvez ou quoi? Si Gbagbo gagnait, vous pensez qu'il allait condamner les CKCK, les ABI? Vous rigolez ou quoi? Il allait au contraire même, il allait les décorer. Il allait leur donner des grands postes. Il allait faire le travail massue. Donc vous-même, vous savez, vous êtes conscient. Ou bien Gbagbo va gagner, il va dire bleu goûter. Parce que tu as combattu pour moi, je te fous en tôle. Mais vous rigolez ou quoi? S'il gagnait, il n'allait même pas condamner Blé. Il n'allait pas condamner les ABI. Il n'allait pas condamner les CKCK. Ceux qu'il allait condamner là, c'est ceux qui n'ont pas été de ses côtés. À ses côtés plutôt. C'est ceux qui n'ont pas été à ses côtés. C'est ceux-là qu'il allait traquer pour les enfermer. Donc, idem pour Alassane. Ceux qui ont pris position pour lui, qui ont combattu pour lui, grâce à eux, et la coalition internationale, il a gagné, il a pris le dessus sur Laurent Gbagbo. Donc, en retour, il ne peut pas dire, bon, vous avez combattu pour moi, je vous attrape, je vous mets en tôle. Mais vous rigolez ou quoi? Vous-même là, vous-même, imaginons que vous sortez un combat de rue. Tu te bagarres quelqu'un et tu reçois un soutien. Et lors de ce combat, il y a mort d'hommes. Et tu gagnes les autres. Tu vas dire c'est toi qui as tué la personne qui est morte. Mais non. Au contraire, si c'est toi qui juges, tu vas attraper les autres là. Tu vas dire c'est morveux là. Hein? Ils nous ont déclaré la guerre. Ils ont fait, il y a eu mort d'hommes. Ils doivent subir. On doit les enfermer. Voilà. On doit leur donner une leçon de morale. Vous allez les traquer, les arrêter partout où ils sont pour les foutre en taule. Or, pourtant, vous-même, vous êtes impliqué dans cette bataille, ou bien dans ce combat. Vous avez aussi fait le combat. Mais vous n'allez pas vous juger vous-même pour vous mettre en prison. Tu as déjà vu ça. Toi-même, tu as te lever un bon matin pour dire, j'ai fait ça, et tu vas te mettre à la maca. Tu raisonnes comment? Au contraire, tu te protèges, et tu fous l'autre à la maca. Tu vas dire, c'est lui qui a fait, et puis ça a eu lieu. Donc, au contraire, si c'est toi qui as le pouvoir de juger, mais tu le juges, tu le fous en taule. Donc, voici pourquoi aujourd'hui, quand vous dites Alassane ne juge pas ceux qui sont avec lui, il ne peut pas les juger. Parce que ceux-là ont été à ses côtés. Et ceux-là, c'est une partie de l'armée ivoirienne. Donc, il ne peut pas être un grand jusqu'à aller les arrêter pour les mettre en prison. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Est-ce que Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, là, quand il y avait un affrontement entre les loyalistes et les rebelles, dirigé par Soro Guillaume, Laurent Gbagbo a déjà dit, bon, comme il y a eu mort d'hommes, mes éléments sont allés sur terrain. Et donc, il y a eu mort d'hommes, mes éléments à leur retour, je les prends, je les mets à la maca. Mais s'il faisait ça, qui allait même être à côté de Laurent Gbagbo? Tout le monde allait fuir pour dire, on va plus dorénavant, on va plus en mission. Parce qu'à chaque fois qu'on va, et puis il y a mort d'hommes, tu nous attrapes pour nous mettre en prison. Donc, si le général Magou nous envoie encore, on ne va plus. Mais qui va aller combattre pour toi? En retour, tu vas l'attraper pour le mettre en prison. Mais personne. Si tu fais ça une fois, mais tout le monde va te fuir. Donc, tu es obligé de protéger ceux qui combattent pour toi. Même s'ils ont fait quoi que ce soit, tu les protèges. Parce qu'ils sont allés là-bas en ton nom. C'est clair. Donc, Laurent Gbagbo, lors de la rébellion, ils ont dit, quand militaire de Bouaké bombardé, avez-vous vu Laurent Gbagbo attraper ces militaires qui étaient partis là-bas pour les mettre en prison? Il les a protégés. Et mais c'est comme ça. Il les a protégés. Même les Français que les gens accusent d'avoir fait ce coup pour se retourner contre Laurent, avez-vous vu le gouvernement français
arrêter ceux qui étaient dans le coup pour dire, bon, vous avez comploté avec l'armée de Gbagbo pour tuer les militaires français, donc on vous met en prison. Ils ne l'ont pas fait, ils les ont protégés. C'est clair. Donc, autour de Ouattara, vous ne pouvez pas demander à Ouattara de condamner ses propres militaires. Mais vous rêvez comment? Tout ce que vous pouvez faire, c'est de demander pardon. C'est de demander pardon. C'est de demander pardon et négocier. Et suite aux négociations, il va voir qu'est-ce qu'il peut faire. S'il doit les libérer pour les mettre sous surveillance, voilà, les surveiller. Voilà, s'il doit les libérer pour dire hey, vos déplacements sont limités en Côte d'Ivoire. Par exemple, si c'est à Abidjan, ils n'ont pas le droit de quitter dans leur commune pour aller dans une autre commune. Mais ça aussi, c'est normal. S'ils habitent à Yopougon, ils disent, bon, toi tu es à Yopougon, tu es libre, mais tu n'as pas le droit de quitter la commune de Yopougon pour aller dans une...